Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver extrêmement nombreux pour ce matin HEC de rentrée en partenariat avec nos amis de Publicis Média, Ben et compagnie et Challenge. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir avec Stéphane Richard, l'un des grands dirigeants diplômés d'HEC, présenté par l'équipe de Vincent comme un pur produit de l'excellence à la française. On pourrait étendre la formule et dire, cher Stéphane Richard, de toute votre famille, qu'elle est un pur produit de la méritocratie à la française. Votre grand-père, qui était berger dans les Cévennes, s'était arrêté au certificat d'études. Votre père a fait les mines, une carrière d'ingénieur chez Esso. Et quand est venu votre tour, vous avez réussi les concours et d'HEC et de l'ENA. Vous êtes sorti, je crois, 5e. Assurez, il pourrait y avoir 1 ou 2 prix Nobel parmi vos 5 enfants. Ce double cursus, HEC-ENA, est à l'image d'un parcours qui a mêlé, comme peu d'autres, des responsabilités importantes et dans le secteur public et dans le secteur privé. En politique, vous avez travaillé pour des ministres de gauche comme de droite, et tous très brillants. Dominique Strauss-Kahn, dont vous étiez, à l'âge de 30 ans, l'un des conseillers au ministère de l'Industrie, puis une quinzaine d'années plus tard, Jean-Louis Borloo ou Christine Lagarde, dont vous dirigerez successivement les cabinets lorsque Nicolas Sarkozy, dont vous étiez proche, était président de la République. Vous vivez d'ailleurs en première ligne la crise financière de 2008, qui manqua de faire sombrer plusieurs banques françaises et de précipiter toute notre économie, en participant avec le secrétaire général de l'Élysée de l'époque, François Peyrol, HEC lui aussi, et avec d'autres, à sa résolution. Je ne sais pas jusqu'où le virus de la politique vous a tenté, ou vous tente encore. Vous vous êtes présenté 2 fois, je crois, aux élections municipales de Bandol, et certains vous prêtent aujourd'hui l'ambition de devenir un jour maire de Marseille, une ville que vous aimez et où vous avez une maison et de fortes attaches. Mais c'est dans l'entreprise que vous avez aussi fait et réussi une très grande partie de votre aventure professionnelle. Votre premier grand succès, vous le devez à Jean-Marie Messier, qui vous confie à 33 ans le redressement du pôle immobilier de la Générale des Eaux. Ce pôle immobilier, renommé Nexity, sera vendu et vous participerez à son rachat via une opération de LBO qui vous aurait permis, par votre travail, votre réussite et le risque entrepreneurial que vous avez pris, de réaliser une plus-value dont j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, qu'elle aurait été autour de 20 millions d'euros. En 2003, Henri Proglio vous appelle à la tête de Veolia Transport, mais c'est en 2009 que votre carrière de dirigeant d'entreprise prend un vrai tournant. Après avoir été pressenti à EDF, vous devenez le directeur général d'Orange, à une période troublée du groupe avec une triste série de suicides. Vous en devenez le PDG 1 an plus tard, et de l'aveu de tous, et notamment des syndicats, vous avez été l'homme de la situation. Votre empathie, une forme de douceur de caractère, votre capacité à faire confiance vous ont valu l'estime de vos salariés. Vous avez d'ailleurs dit récemment dans Match que votre plus grand motif de satisfaction concernait l'amélioration du climat social, le fait que le groupe ait retrouvé foi en l'avenir et l'adhésion au projet. En dépit de votre brillant parcours, vous n'avez en effet rien d'un requin. Vous préférez vous comparer à un animal cher à Robert Louis Stevenson et aux Cévennes de votre grand-père, l'âne. Je vous cite, « C'est un animal doux, mais il est aussi difficile à décrypter, à commander. On ne le fait pas aller là où il ne veut pas aller. » Cette capacité à prendre du recul, à réfléchir avec calme et humilité en toutes circonstances fait de vous un patron assez atypique au sein du CAC 40. Ils ne sont pas nombreux non plus à porter si peu la cravate, à se faire pousser la barbe, à revendiquer de prendre de vraies vacances pour se ressourcer en famille. Cette décontraction va de pair avec votre goût pour l'innovation. Vous avez fait un choix audacieux, risqué, d'investir dans la fibre. L'ARCEP vient de classer Orange pour la 7e année consécutive au premier rang pour la qualité de son réseau. Vous avez fait un gros travail sur la marque. Orange est aujourd'hui l'une des marques préférées des Français, avec presque 32 millions de clients en 4G, 4 millions dans la fibre, des performances financières en hausse, les clignotants sont au vert. Dans les contenus, Orange a été le premier opérateur français à distribuer Netflix. Vous avez noué des partenariats étendus avec Canal+. L'entreprise s'apprête à vivre une vraie innovation avec le lancement d'Orange Bank, une banque 100% mobile, accessible sur votre smartphone. Le groupe s'est aussi beaucoup développé en Afrique, où il est devenu un acteur majeur du paiement mobile. Et à la façon des entrepreneurs de la Silicon Valley, que vous connaissez bien, vous n'hésitez pas à vous lancer sur des pistes variées, à tester des produits innovants, à vous développer dans ce monde digital, fait d'opportunités, là où on ne vous attend pas, à chercher, pour reprendre un terme cycliste, la bonne échappée. C'est peut-être un de ces entrepreneurs de la tech de l'un de ces entrepreneurs de la tech que vous êtes inspiré pour vos événements annuels, les Hello Show, qui n'ont rien à envier aux keynotes d'Apple. Il faut imaginer la scène,
un prélude de Bach, s'élève dans l'obscurité, puis des lumières oranges éclairent peu à peu le patron d'Orange, premier prix du conservatoire de la cité phocéenne, assis à son piano devant une salle comble. Voilà comment vous avez introduit la présentation du plan essentiel 2020. Ça change des PowerPoint d'Assemblée générale. Alors, il n'y a pas de piano dans cette salle, malheureusement, mais même sans musique, nous sommes impatients et heureux de vous écouter ce matin, cher Stéphane, à quelques mois de l'échéance de votre mandat, un mandat dont j'imagine que vous êtes candidat à son renouvellement, tant les défis d'Orange, sur le marché très concurrentiel et mouvant qui est le sien, restent importants et passionnants. Merci d'être avec nous. Je vous laisse entre les mains de Vincent et de nos invités. Bonjour à vous tous et merci Stéphane de passer cette heure ensemble avec notre rythme habituel, petite revue de presse. On va rentrer dans le business d'Orange très vite, les questions de la salle et puis on termine cette heure d'horloge avec quelques questions plus personnelles. Alors la revue de presse ce matin, bien entendu, je prends le Figaro au hasard, mais c'est partout comme ça, c'est la validation des ordonnances pour la réforme du Code du travail. Cher Stéphane, qu'est-ce qui, dans cette réforme, t'intéresse le plus? Une démarche, une mesure? Cette réforme contient un certain nombre d'éléments qui sont plutôt destinés aux petites entreprises, voire même aux très petites entreprises. Je pense notamment à tout ce qui touche à ce qu'on appelle la flexi-sécurité, qui impacte moins un groupe comme Orange. Si je devais en citer une, qui par contre celle-là peut avoir des conséquences importantes chez nous, c'est celle qui touche à la représentation des salariés, ce qu'on appelle les IRP. Il y a un projet de simplification de cette mécanique de représentation des salariés qui sera, je pense, très, très positive. Pour un groupe comme Orange, je ne vais pas vous citer de chiffres effrayants, sans doute pour vous, mais le temps que l'entreprise consacre en France au dialogue social, ce qu'on appelle le dialogue social, sous la forme de nombre de permanents syndicaux, de nombre d'heures de délégation syndicale et de nombre d'institutions représentatives du personnel, est quelque chose d'assez colossal. Voilà. Et donc, si on peut simplifier cette mécanique sans pour autant, bien sûr, sacrifier au but lui-même, qui est bien celui d'entretenir un dialogue approfondi, nourri, et je crois que nous le faisons chez Orange, ça sera vraiment bénéfique pour tout le monde. Et je pense que les principaux syndicats ne sont pas opposés, d'ailleurs, à cette démarche. Donc ça, pour moi, c'est une avancée très positive. Globalement, quand même, je dois dire que, en ce moment, on entend beaucoup les bruits de la rue. Moi, en tant que dirigeant d'une grande entreprise française, je veux dire que je soutiens sans réserve cette réforme ou cet ensemble de mesures qui me semble aller résolument dans le bon sens, celui dont on a besoin. Voilà, il faut quand même que les dirigeants aussi le disent et qu'on n'entende pas que la voix de la contestation. Alors la une des Échos, TGV Banque, 2 méga projets franco-allemands, cette musique franco-allemande, comment elle résonne chez toi? Est-ce qu'elle évoque certains regrets, certaines frustrations, notamment avec des projets que tu as pu avoir avec Deutsche Telekom? Alors la France et l'Allemagne dans les télécoms, c'est une vieille histoire. C'est d'abord une histoire de technologie. Le GSM, qui est devenu la norme mondiale de téléphonie mobile, a été inventé par une équipe franco-allemande, dans un laboratoire français, mais par une équipe franco-allemande. Et peut-être certains s'en souviennent, même s'il y a beaucoup de visages jeunes dans cette assemblée, il y a eu, dans les années 90, une espèce de lune de miel entre, à l'époque, France Télécom et Deutsche Telekom, avec un échange de participation croisé. France Télécom avait pris 5% du capital de DT et réciproquement. Et puis, cette lune de miel a volé en éclats du jour au lendemain quand le dirigeant de l'entreprise de l'époque, M. Ron Sommer, qui est toujours d'ailleurs en activité dans le paysage, a décidé de partir à l'assaut de Telecom Italia sans avertir son partenaire français. C'est mal vécu. Et donc tout ça s'est terminé assez vite. Tout ça pour dire que il est toujours apparu, je pense, aux yeux de beaucoup d'observateurs, et en particulier chez nous, que sur la scène européenne, s'il y avait un grand mariage qui pouvait avoir un sens, un souffle, et être la base d'un vrai grand projet européen dans cette industrie-là, c'est plutôt le mariage franco-allemand,
qui pouvaient le constituer, par préférence, je dirais, à toutes les autres options possibles. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? D'abord, on a beaucoup de coopération avec nos amis allemands. C'est-à-dire qu'il y a une relation particulière, je vais dire une relation privilégiée, entre Orange et Deutsche Telekom. On a eu des co-entreprises. On a été notamment tous les deux partenaires d'une co-entreprise au Royaume-Uni, puisque nous avions un opérateur mobile, Orange, qui est d'ailleurs né au Royaume-Uni en 1994, et les Allemands avaient leur filiale, T-Mobile, dans un marché où il y avait 5 opérateurs, et aucune des deux n'avait la taille critique pour pouvoir réussir et en particulier faire les investissements qu'il fallait. Donc on a décidé de marier ces deux entreprises et on a été co-actionnaire à 50-50, ce qui est pas toujours évident, même jamais évident, de cette entreprise qu'on a appelée EE, Everything Everywhere, et ça a très bien fonctionné. On a eu vraiment 3-4 ans où finalement cette formule à 50-50 a très bien fonctionné. On a décidé de vendre cet opérateur à British Telecom il y a 2 ans, quelques mois avant le Brexit. On était plutôt chanceux. Mais je dirais que cette coopération a laissé un bon souvenir. On a une deuxième coopération très importante, qui n'est pas très connue, mais qui est très structurante pour nous, qui est la co-entreprise, là aussi, à 50-50, que nous avons créée dans les achats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une structure qui s'appelle Buy-in, dont le siège est à Bruxelles, et qui gère les achats, pratiquement tous les achats des deux groupes. C'est 50 millions de terminaux mobiles. C'est plus de 15 milliards d'euros d'équipements de réseau sur les deux groupes combinés. Donc, on a ce niveau de coopération. Et j'ai récemment annoncé au dernier Hello Show qu'on allait également développer ce qu'on appelle un smart speaker, peut-être on y reviendra, qui s'appelle Jingo pour notre part, Magenta pour les Allemands, sur une base commune entre Orange et Deutsche Telekom. Donc, y compris dans des questions qui touchent au développement de l'innovation et aussi au go-to-market, on travaille ensemble. Donc on a cette coopération. C'est bien que tu rappelles tout ça parce qu'on avait plutôt le sentiment qu'en ce moment, ton intérêt allait vers l'Italie et Telecom Italia. C'est l'écume des choses, ça. C'est l'écume des choses et c'est parce qu'il y a un sujet autour de Telecom Italia. Il y a eu un sujet, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité. Bon, l'Italie aujourd'hui, pour en dire un mot, puisque tu me lances la perche, en tant que marché télécom, nous paraît pas être une option prioritaire d'investissement pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de grands projets fibre comme il y en a un en France ou en Espagne. Et nous, on a fait de la fibre, clairement, un peu le marqueur d'Orange. C'est vraiment la technologie dans laquelle on croit et on y met des moyens considérables. C'est compliqué en Italie. J'allais dire tout est un peu compliqué, mais ça, en particulier, c'est compliqué parce qu'il y a un opérateur historique qui ne s'est pas vraiment lancé là-dedans, qui a beaucoup de dettes. Il y a plus de dettes chez Telecom Italia que chez Orange, alors que ça fait à peu près la moitié, même pas. Donc, il y a ce problème de la fibre. Il y a un nouvel entrant sur le marché mobile en Italie à la fin de l'année. On connaît un petit peu, c'est monsieur Niel Xavier, je crois que tu connais aussi. Bon, vu la façon dont ça s'est passé en France en 2011, je ne suis pas absolument sûr qu'on brûle d'impatience d'aller le retrouver en Italie. Donc, je crois que là, pour l'instant, il vaut mieux, on va attendre un peu, que tout ça se décompte. Voilà. Allez, petit détour très rapide avec le Parisien à Marseille, justement, où Emmanuel Macron recevait le patron du Comité international olympique et célébrait la victoire de Paris 2024, dont Orange était un des partenaires de la candidature. Alors, c'était un investissement petit, 2 millions d'euros. Là, maintenant, le comité d'organisation demande à chacun de ses partenaires entre 30 et 40 fois plus, 60 à 80 millions. Orange va y aller pour une somme qui n'a bien évidemment rien à voir avec son effort déjà consenti. Bon, d'abord, Orange aime les grands événements. On a été le partenaire des Jeux Olympiques d'Albertville en 92. On a été le partenaire technique de l'Euro en France en 2016. Ça a mobilisé beaucoup de moyens techniques. On a 850 ingénieurs qui ont travaillé, qui ont déployé 40 000 km de fibre optique sur les stades de l'Euro 2016. Tout le monde s'accorde à penser à considérer que la partie technique de l'événement a été bien maîtrisée, notamment les fan zones et les stades. On aime ça. On a cette culture-là. Voilà, ça fait partie des grandes forces de l'entreprise d'ailleurs. On ne peut pas ne pas être dans les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. C'est impossible. Maintenant, c'est pas facile la négociation quand tu commences par dire ça avec Bojo.
Moi, je le dis parce que personne ne comprendrait aussi chez Orange que je ne le dise pas. Donc je le dis. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on ne va pas négocier avec ardeur, parce que les montants qui sont avancés aujourd'hui sont effectivement un peu délirants. Maintenant, la petite expérience que j'ai de ces sujets-là, puisqu'il y a eu l'Euro, il y a eu un mondial de foot, enfin, il y a eu pas mal d'événements où on a été amené à négocier, c'est qu'entre les prix catalogues qui sont annoncés au départ et les accords finaux, il peut y avoir des écarts assez importants. Oui, c'est comme les pages de pub des journaux, c'est vrai. Ou les forfaits. Je termine avec le New York Times et sa page business. La pression monte sur les titans de la tech. Les titans de la tech, c'est bien entendu, comme le dit le New York Times, Facebook, Amazon, Google. Et cette pleine page évoque une multitude de procédures qui vont depuis les représentants américains qui s'inquiètent du sexe sur la toile, jusqu'aux fake news de Facebook, en passant bien entendu par le gros dossier de la fiscalité. Est-ce que le climat est en train de changer vis-à-vis donc des géants du GAFA qui sont quelque part des concurrents et qui sont des aspirateurs de valeur ajoutée? Bon, c'est sûr que quand on parle de ces entreprises qui ont pris aujourd'hui une telle importance dans l'économie mondiale et dans nos vies quotidiennes, si on pense au e-commerce avec Amazon sur une échelle mondiale, si on pense bien sûr à l'accès à une multitude de services sur Internet ou avec Google ou au contenu, et même d'ailleurs au métier vraiment de la communication chez Facebook, c'est assez normal, je dirais, que ces géants soient l'objet d'un certain nombre de questionnements. Je pense qu'ils considèrent d'ailleurs ça comme finalement un peu la sanction de leur réussite aussi. Moi, je trouve assez positif que l'Europe se réveille un peu, enfin, en se disant que, même si on est heureux d'avoir ces grands acteurs qui nous ont apporté quand même une part importante de cette révolution digitale qui est à l'œuvre aujourd'hui, il y a des intérêts européens à défendre, il y a des situations tout à fait insupportables, je pense à la fiscalité notamment, qu'il faut aujourd'hui régler. Et donc, je pense que là, il y a moi, je suis content de ça. Hein, et des démarches qui a été annoncée récemment par le gouvernement français, par exemple, sur pour un projet de directive européenne pour enfin pouvoir fiscaliser mieux ces acteurs du GAFA ou du GAFAM sur le territoire européen, me paraît aller dans le bon sens. En fait, nous, ce qu'on demande surtout, c'est pas qu'on les tue, c'est pas qu'on les embête, c'est pas que... Non, c'est que tout le monde soit plus ou moins quand même à égalité dans cette course à l'innovation mondiale, qu'il n'y ait pas des réglementations qui ne pèsent que sur les acteurs européens, en particulier ceux des télécoms d'ailleurs, en matière de data par exemple, de protection des data personnelles, en matière de fiscalité aussi. Voilà, nous on revendique vraiment cette égalité de traitement pour qu'il y ait une vraie compétition qui puisse s'ouvrir. Tout ceci, et je le dis quand même, dans un climat de partenariat assez fort entre nos groupes. Et là, de ce point de vue, il y a eu un mouvement. Parce que je me souviens, il y a quelques années, vraiment, la planète télécom était très hostile, très agressive à ces acteurs de l'Internet. Je me souviens, mon collègue espagnol, César Alierta, chaque fois qu'il s'exprimait quelque part sur une estrade, balançait des scuds effrayants sur Google. Enfin, c'était vraiment son ennemi absolu. Bon, et tout ça a changé quand même. Il y a une bien meilleure compréhension. Et c'est vrai en particulier chez Orange, qui a été un petit peu le fer de lance de cela. Ça s'est par exemple traduit par le fait que lors de la dernière réunion annuelle des cadres du groupe Orange, 1500 cadres, donc c'est une grosse réunion, mon invité extérieur était le CEO de Google. Voilà, donc on se parle beaucoup, on a des projets communs. Ça n'empêche pas qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels on est quand même très vigilant. Alors pour faire la liaison avec le business d'Orange, c'est vrai que je ne peux pas ne pas citer Challenge, les secrets du nouveau tycoon des télécoms avec donc Patrick Drahi en couverture. C'était pas contre toi. Enfin, Drahi a quand même déplacé d'une semaine son rendez-vous pour être sûr qu'on sortait la même semaine que ta présence ici. Il savait que Stéphane Richard venait ce matin. Donc... Il y a une certaine élégance en disant nouveau tycoon, ça veut dire que tu peux être déjà toi le tycoon, peut-être ancien, etc. Il y a surtout une très bonne enquête de Gilles Fontaine et de Léa Lejeune, je vous la recommande, avec des tas de secrets
parfois un peu surprenants sur la rémunération, sur le déménagement des équipes du patron d'Altis. Mais il y a surtout l'expression d'une stratégie, quand on y pense, elle est vraiment assez différente de celle d'Orange. Et donc, au moment de rentrer dans la stratégie d'Orange, est-ce que c'est... je puis rappeler que... effectivement, ils vont à fond dans les contenus, toi tu y vas à pas très très mesuré, ils sont à fond sur les États-Unis, toi tu es plutôt sur l'Afrique, ils sont extrêmement endettés, toi tu as été très vigilant sur ce sujet, la dette d'Orange a plutôt baissé sous tes deux mandats, enfin toute une quantité, c'est vraiment presque l'anti-Orange Altis. Et donc qu'est-ce qu'est Orange par rapport à Altis ? C'est un peu l'anti-Orange, oui, et en même temps, ça m'amuse de voir que Altis, en France en tout cas, cherche toujours à se positionner comme le concurrent d'Orange. Et celui qui veut, j'allais pas dire faire comme Orange, mais en tout cas avoir la même position sur le marché français qu'Orange, par exemple sur le dossier de la fibre. Bon, moi d'abord, j'aime bien l'homme. Ça se dit peut-être pas tellement dans ces cénacles, mais... finalement, dans ce monde des télécoms, il y a quelques individualités que j'aime bien, c'est-à-dire pour lesquelles j'ai des affinités qui sont réciproques d'ailleurs, je crois. Et donc, on se voit pas mal, on se parle souvent, et on a une forme de complicité. Voilà. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'on soit d'accord par ailleurs. Et Dieu sait qu'on a des vrais... Moi, ce que j'aime chez cet homme, c'est son côté... pas de limite, c'est nos limites, quoi. Avec lui, c'est toujours... tous les jours, il se ramène avec un projet à 10 milliards ou 15 milliards. On se dit... Bon, moi, ça m'impressionne. Je veux dire, honnêtement, c'est vrai que là, ce côté-là est assez fascinant. Et puis, son côté méditerranéen, famille, pianiste, tout ça, voilà, on a cette forme de complicité qui est quand même agréable. Après, il y a effectivement la stratégie des entreprises. Au fond, ce qui diffère plus peut-être Altis et Orange, c'est plus la façon d'avancer, le style, j'allais dire presque les valeurs aussi, que le fond des choses. Altis a tendance peut-être à considérer que pour avancer quelque part, la technique de l'éléphant dans le magasin de porcelaine est la meilleure. Et effectivement, ça peut piétiner un certain nombre de parties prenantes dans un sujet. Je pense que le dossier de la fibre, par exemple, est typique. Les collectivités locales, bon, on avance. En tout cas, on dit qu'on va avancer. Éventuellement, les concurrences, c'est un peu la même chose. Nous, c'est vrai qu'on est plus respectueux de notre environnement. Ça fait partie aussi un peu peut-être des valeurs de l'histoire de l'entreprise. Hein. Mais on a tendance à vouloir avancer, parfois dans les mêmes directions, mais en prenant peut-être plus en compte tous ceux qui sont autour de nous et qui, in fine, à mon avis, nous permettront vraiment de réussir cette avancée. Voilà. Tu évoquais les contenus, peut-être juste un mot là-dessus. Nous, on est depuis longtemps persuadés que les contenus sont un enjeu important pour les opérateurs. Orange dépense chaque année plus de 500 millions d'euros du côté des contenus. Nous avons, créé nos chaînes il y a 10 ans, pas attendu Altis. On a en particulier une chaîne qui a été, je suis très fier de cela, hier, classée numéro 1 par le baromètre NPA en termes de qualité de chaîne, qui est OCS, 2 700 000 abonnés, qui ne cesse de s'améliorer et qui ne cesse de recruter des abonnés. OCS est vraiment, on peut dire, la réussite du PAF de ces dernières années, et c'est un produit Orange. C'est un produit qui marque aussi la culture d'Orange. On a, nous, une approche qui est basée sur des partenariats. On a une approche qui n'est pas basée sur des acquisitions à coups de milliards ou de centaines de millions de droits pour éditer nos propres chaînes. On construit avec des grands partenaires. Nos partenaires, c'est HBO, c'est Netflix, c'est Canal+ en France, c'est UGC dans le cinéma, c'est beIN. Voilà. Donc, parce que nous considérons, nous, que notre cœur de métier, c'est pas de faire de l'édition de contenu. C'est pas le choix qu'on a fait. Notre cœur de métier, c'est d'être un grand opérateur de la connectivité de nouvelle génération, on y reviendra peut-être, et un opérateur multiservice. Ça, oui.
Ça, on croit beaucoup à cela, mais je pense qu'on développera. On avait à ta place, il y a quelques mois avant les vacances, Michel Combes, donc un des deux principaux. J'ai lu le compte rendu. Oui, et quand je l'interrogeais, je disais, mais enfin, Michel, 350 millions pour acheter les droits du foot européen, c'est n'importe quoi. Et il nous a fait devant nous tous une petite démonstration. 350 millions, il suffit que ça me fasse venir 350 000 abonnés à forte valeur ajoutée, qui n'est pas des forfaits effectivement à 20 €, et finalement, ça passe très bien. Qu'est-ce qui te fait peur d'aller avec une stratégie, je dirais, aussi agressive, effectivement, assez éléphant dans un magasin de porcelaine, par rapport à ce type d'engagement que prend Altice assez comme ça très facilement? C'est très simple. Moi, je ne comprends pas ce raisonnement. Je dis franchement, je ne le comprends pas. C'est-à-dire, moi, je considère que dans nos métiers, il y a un consommateur, qui est le client, que ce consommateur, depuis 20 ans, on a pu quand même observer un petit peu ses pratiques, ses goûts, les budgets qu'il est prêt à mettre aussi dans sa relation avec un opérateur, ce sur quoi il se base pour choisir un opérateur. Bon. Et donc, de deux choses l'une. Soit les investissements dans les droits et les contenus sont une diversification, parce qu'on veut construire un empire des médias avec BFM, avec des journaux, avec des chaînes. Ça, je comprends cette logique-là. Soit on dit, mais c'est un coût commercial en fait. C'est comme quand je subventionne un terminal ou que je fais de la pub, à la limite, c'est un coût d'acquisition de clients. Et alors là, je dis, je suis désolé, mais depuis 10 ans, plus que ça même, qu'on parle de ça, jamais personne n'a pu démontrer que le fait d'investir des sommes pareilles dans les contenus permettait de recruter suffisamment de nouveaux abonnés avec suffisamment de valeur ajoutée pour les amortir. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que dans le monde, tous ceux qui ont fait ce choix-là ont opté pour des distributions ouvertes et jamais pour des exclusivités. BT en Angleterre, les Américains, nous quand on était d'ailleurs aussi dans ce domaine-là. Donc, quelle est la logique pour un opérateur de mettre beaucoup d'argent de ce côté-là, qui est de l'argent que du coup, ils ne peuvent pas forcément mettre dans d'autres domaines, par exemple pour faire des réseaux, alors qu'in fine, ils seront obligés d'ouvrir la distribution de ces produits à tout le monde. Où est l'avantage? Et puis, je ne veux pas être désagréable, mais là, au moment où on se parle, tous les jours, on regarde ce qui se passe sur le marché. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que SFR continue à perdre des clients. Ça fait 2 ans qu'ils perdent des clients. Toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres. Contenu, pas contenu, SFR Sport, pas SFR Sport. Je dirais, pour l'instant, l'effet que ça a au niveau du client final, il ne me paraît pas du tout probant. Et puis, à la fin des fins, moi, je pose simplement la question, qui va payer, en fait? Qui va payer? Qui va payer les 350 millions de la Ligue des Champions par an? Et qui va payer le peut-être milliard, milliard 2, milliard 5, on ne sait pas très bien, il y en a certains qui rêvent de ce côté-là, de ce que pourraient représenter les droits de la Ligue. Qui va payer ça? Le consommateur final? Est-ce que, honnêtement, on pense qu'en France, les gens qui aiment le foot, j'en fais partie, vont être prêts à payer 30 € de plus? C'est à peu près ce qu'il faudrait, hein, 30 € de plus par mois pour regarder les matchs du championnat, parce que le montant des droits a doublé. Tout ça pour enrichir, en fait, uniquement les joueurs, puisque les clubs, ils continuent à perdre de l'argent. D'ailleurs, ça c'est un truc absolument extraordinaire dans l'économie du sport. Il y a une inflation fantastique des droits, mais en fait, les seuls bénéficiaires de ça, ce sont les joueurs et peut-être leurs agents qui assurent les transferts. Et les clubs, ils continuent à présenter des comptes déficitaires. Donc voilà, moi, c'est vrai que je suis plus que perplexe sur ce modèle économique, parce que je me place du point de vue du consommateur final, et je ne suis pas certain qu'en France, il y ait des millions de gens qui soient prêts à payer 30 € par mois de plus que ce qu'ils payent aujourd'hui, parce qu'ils les ont aujourd'hui, ces spectacles, uniquement pour avoir du foot. Donc ça veut dire que ceux qui se mettent au milieu vont devoir absorber ça dans leur marge. Et le raisonnement de « ça va me faire plus d'abonnés », oui, d'accord, mais à quel prix? Si SFR, demain matin, augmente ses prix de 10 ou 15 € par mois, je ne suis pas certain que le bilan au niveau des acquisitions soit si favorable que ça. J'allais te poser une question un peu alambiquée sur la consolidation en France. Et puis il y a un tweet d'un de nos amis en face, puisque vous savez que vous pouvez poser des questions par tweet, qui est beaucoup plus direct que moi. Orange et Bouygues, alors c'est définitivement terminé? Il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut pas, bien sûr, insulter l'avenir. Moi, j'ai beaucoup de regrets d'abord là-dessus, parce que je pense vraiment que c'était une opération qui avait une grande logique industrielle,
Je pense que si on l'avait faite, on ne serait pas aujourd'hui dans les débats dans lesquels on est sur le déploiement de la fibre en France, voire même la couverture des zones blanches, parce qu'on avait prévu, il y a 2 ans, quand on a monté ce projet, de prendre des engagements forts pour accélérer les investissements et améliorer cela. Bon, c'est comme ça, on n'y est pas arrivé. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? Voir revenir exactement le même schéma, c'est-à-dire celui dans lequel Orange reprend Bouygues Télécom et Bouygues devient un actionnaire d'Orange, en théorie c'est toujours possible. Dans la pratique, ça me paraît peu vraisemblable à court terme, parce qu'il y a une logique d'entreprise. Bouygues Télécom est remonté sur son cheval et est parti sur son agenda indépendant, a des bons résultats d'ailleurs. C'est un acteur de qualité dans nos métiers. Et donc, probablement, éprouve moins que jamais le besoin de cette consolidation. Et un autre volet aussi, c'est que cette opération était compliquée parce qu'il fallait en fait que les 2 autres, donc SFR et Free, participent au repas, en quelque sorte, et soient autour de la table. Parce que Bouygues Télécom ne pouvait pas être repris intégralement par Orange, bien évidemment, et il fallait qu'il y ait donc cette espèce de jeu de complémentarité entre les uns et les autres. Et ça, plus le temps passe, plus c'est compliqué. Exemple, le réseau. Le réseau, il y a 2 ans, il y avait un sens industriel pour Free de reprendre le réseau, ou des grandes parties du réseau de Bouygues Télécom. Aujourd'hui, Free a déployé, on continue à déployer, et donc chaque jour qui passe rend cet intérêt moins grand. Voilà, donc c'est pour ça que moi je n'y crois pas tellement. Maintenant, il peut y avoir aussi d'autres événements, en particulier autour du capital d'Orange. Bon, pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, je n'ai pas d'informations sur ce plan-là, mais s'il y a un mouvement d'actionnaires, et en particulier si l'État décide peut-être de se désengager partiellement, en tout cas, de l'entreprise, peut-être que ça va raviver certaines idées ou certains schémas, mais pas à court terme. Juste, puisque tu me tends la perche sur effectivement la décision ou non de mettre les 23% du capital de l'État dans le public, toi tu as depuis longtemps dit que l'État n'était pas un bon actionnaire, et donc tu serais partisan, et quel est ton niveau d'information là-dessus, que tout passe dans le domaine public, ou qu'il y ait, comme on le fait chez Renault, un ticket qui reste pour avoir un œil et un siège au conseil d'administration? Bon, d'abord, s'il te plaît Vincent, ne me fais pas fâcher avec mon actionnaire. Je n'ai jamais dit que l'État n'était pas en soi un bon actionnaire. Enfin, disons que... je saurais retrouver dans nos conversations passées oui, quelque chose de... C'était off. Non. L'État actionnaire pose un certain nombre de questions, c'est vrai, il suffit de regarder le livre de David Azema consacré à cela, qui a été le patron de l'APE, donc qui est plutôt bien placé pour en parler, qui montre bien les limites de l'exercice. Et dans notre secteur à nous, où l'État est à la fois stratège industriel, ou voudrait l'être, régulateur et actionnaire du principal opérateur, c'est quand même pas évident. Bon, ça c'est vrai. En même temps, le fait d'avoir un actionnaire stable, dont on arrive quand même à peu près à connaître et à anticiper les réactions. Voilà, c'est pas non plus forcément une mauvaise chose. Moi, ce qui me plaît pas surtout dans le fait que ça soit l'État qui soit un actionnaire d'une entreprise comme Orange, c'est que ça politise un peu tous les sujets. Il y a toujours un peu cette espèce de vernis, de couche, ou de suspicion même d'ailleurs, qu'il y a des interférences politiques dans la manière dont on regarde une entreprise, et ça c'est gênant, y compris d'ailleurs, y compris la question de la gouvernance. Deuxième chose, l'État déteste, ça je le sais bien, déteste qu'on parle de ça à sa place. Et en particulier que les dirigeants des entreprises concernées s'expriment sur le sujet. Donc, je n'en ferai rien. Et je n'en ferai rien d'autant plus facilement que, franchement, aujourd'hui, je ne sais pas ce que l'État compte faire à propos d'Orange. Je pense que l'État d'aujourd'hui, l'État c'est vaste, c'est beaucoup de gens qui ont des avis qui peuvent être différents sur ces sujets-là. Enfin, disons, voilà, ceux qui vont prendre cette décision, et je pense aujourd'hui, considèrent que Orange est une entreprise, je ne peux pas dire stratégique au sens de la défense nationale, ou peut-être, mais importante quand même, sensible,
Je ne pense pas qu'un retrait, un désengagement total soit à l'ordre du jour. Je ne le pense pas. Je ne le souhaite pas d'ailleurs. Ça, alors là, je le dis très simplement. Je ne le souhaite pas particulièrement. Si c'était le cas, on ferait face. Mais c'est sûrement pas un souhait de l'entreprise. Et donc la question est, quelle est la marge de manœuvre sur la participation de l'État? Aujourd'hui, l'État a directement à 23% du capital, un peu plus de 30% des droits de vote, donc ça fait un actionnaire de contrôle en fait. Il peut baisser un peu plus. C'est à lui de le décider. Il y a d'autres instruments juridiques d'ailleurs qui peuvent lui permettre aussi de maintenir une influence importante dans l'entreprise et de notamment protéger des actifs ou des activités qui lui paraissent peut-être plus sensibles pour le pays, puisqu'on est l'opérateur quand même historique. Mais tout ça est en gestation dans les sphères publiques. Avant de passer la parole à la salle, il y a un point sur lequel j'aimerais que tu nous confesses un peu ce qui se passe. C'est Orange Bank. Emmanuel racontait la manière dont tu faisais tes shows. Moi, j'étais présent à ta dernière keynote à la salle Playel, où c'est vrai que la présentation d'Orange Bank était très percutante, et tu t'es engagé à fond. Et hop, quelques mois après, alors que tu avais donné des dates devant tout le monde, hop, tu stoppes le truc. Qu'est-ce qui se passe pour que, effectivement, un engagement que tu as pris toi personnellement devant tout le monde, tout d'un coup tu te dises oh là là, il faut que j'arrête? Mais moi, cher Vincent, je ne l'ai pas du tout stoppé. Je l'ai au contraire conforté, accéléré, enfin, tu n'as pas respecté la date que tu nous avais donnée à ce moment-là. Ça, c'est vrai. Mais enfin, on ne stoppe pas du tout le projet de la banque, bien au contraire. On y travaille d'arrache-pied. Il y a beaucoup de compétences autour de cela, chez Orange et aussi chez les partenaires qui nous permettent de faire toute la brique, disons, technologique qu'il faut pour faire une banque. Moi, je suis partisan d'une certaine honnêteté, d'une certaine franchise, moi, à chaque fois que c'est possible. Je dirais simplement que faire une banque mobile avec le niveau d'exigence qui est le nôtre, c'est-à-dire pas un petit produit de start-up allemande confidentielle amusant pour quelques petits cercles parisiens, mais qui ne va pas tellement dépasser le périphérique, mais vraiment un produit qui soit capable d'intéresser la grande majorité des Français et surtout de rentrer dans leur vie quotidienne, dans leur usage quotidien, parce que c'est ça qu'on veut faire, c'est un gros travail. C'est un gros développement informatique. Je crois que en 2017, le projet d'Orange Bank est le plus important projet informatique du pays, en termes de nombre de compétences, et d'ailleurs de compétences différentes qui sont réunies. Pourquoi c'est aussi cela? Parce que on s'est fixé un cahier des charges, peut-être un peu ambitieux, mais il faut avoir l'ambition aussi dans la vie, qui est vraiment disruptif. C'est-à-dire que nous, on veut une chaîne applicative dans laquelle il y ait tout. Il y a tout le parcours du client, depuis l'enrôlement jusqu'au paiement, et dans la même chaîne informatique, il n'y a pas une seule banque en ligne française qui ait fait cela. Il y a des chaînes différentes, ce qui d'ailleurs du coup introduit aussi un manque de fluidité dans le parcours client. Donc nous on veut une chaîne unique pour qu'il y ait une totale fluidité dans le parcours des utilisateurs. Il y a des aspects de sécurité qui sont très importants. Nous sommes un opérateur qui est très sensible à ces questions de cybersécurité, de piratage des données, déjà pour nos propres données, a fortiori quand on deviendra une banque. Orange ne peut pas se permettre d'être hacké ou d'être piraté. En tout cas, il faut qu'on ait tout fait pour avoir une couche de sécurité qui soit vraiment la meilleure possible. Voilà, donc, tout ça pour dire que le point que j'ai fait à la fin du premier semestre m'a conduit à penser qu'on n'était pas au niveau de ces exigences. J'ai donc décidé qu'on allait approfondir, je dirais, la période de test, mais aussi en fait l'enrichissement de l'appli. On doit en être à la 14e ou 15e version de base de l'application, et qu'on se lancera quand on sera prêt, comme dire l'autre. Mais quand même, je voulais vous dire que la banque existe. Voilà, carte bleue Orange Bank. Je ne vais pas vous montrer ici l'appli, mais moi je m'en sers tous les jours. Elle est très sympa, je trouve. Elle est ce qu'on a voulu être, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire très simple, très interactive, immédiate. Toutes les informations relatives à votre compte bancaire sont retranscrites instantanément sur votre téléphone. Les cartes sont
paramétrable en temps réel. Vous pouvez bloquer, débloquer, faire ce que vous voulez, modifier vos plafonds avec vos cartes. Il y a une application de paiement qui est intégrée. Et donc, on aura vraiment, à l'intérieur vraiment du produit banque, la possibilité non seulement de faire des virements par SMS, par exemple, qui ne sont pas vraiment répandus aujourd'hui, mais on pourra aussi aller jusqu'au paiement. Et c'est un produit qu'on a voulu aussi, ça c'est très important, c'est ça, parce que c'est un peu le marqueur de l'entreprise. Nous avons voulu le faire pour le plus grand nombre et en particulier pour les familles. C'est-à-dire ce produit, pour moi, ça doit devenir la banque des familles. Des familles où il y a éventuellement quelques adolescents, ou des groupes en tout cas, mais avec vraiment une facilité d'utilisation totalement digitale pour les millennials aussi un peu. Voilà. Et pour les familles qui pourront traiter avec beaucoup plus de facilité ces petits soucis du quotidien quant à la gestion des flux financiers. Pas de date? Non, pas de date. J'ai dit avant la fin de l'année, donc comme on se rapproche de la fin de l'année, okay. Ça se rapproche de la date de lancement. On va commencer avec les questions de la salle, avec celles de nos amis de Bain, ici devant. Bonjour Stéphane, Laurent-Pierre Baculaire, Bain. Je vais prendre un angle un peu différent. Vous avez une vision profondément humaniste du rôle des télécoms et des technologies dans le développement de la société, des individus, homme augmenté, etc. Vous le traduisez dans votre style de management et par rapport à ce que vos différentes opérations proposent dans les différents pays. Comment est-ce que vous voyez que cette position qui est assez originale par rapport à tous les opérateurs, qui sont soit consuméristes, soit geeks, devienne le socle de différenciation de l'ambition au-delà de 2020 d'Orange? Merci de cette question, parce que là, ça touche vraiment à la culture, aux valeurs de l'entreprise, et que j'essaye d'incarner, mais je n'ai pas trop de mal à le faire, parce que ça correspond assez bien peut-être aussi à ce que je suis. Moi, ce qui me semble, c'est que le monde numérique, le monde digital, il a quand même un côté un peu anxiogène, il a un côté potentiellement déshumanisé, quand on pense à l'intelligence artificielle, ou quand on voit ces spectacles de gens, encore une fois, les familles, hein, ou les couples parfois, qu'on voit dans un restaurant pour passer une heure à tapoter sur leur téléphone sans s'adresser la parole, ou des gens qui s'envoient des mails d'un bureau à l'autre alors qu'il y a 2 mètres. Bref, donc il y a quand même un côté inquiétant, je dirais, dans ce à quoi pourrait ressembler ce monde totalement digitalisé, où on aura des milliards d'objets connectés, des terminaux toujours plus intelligents dans lesquels on fera de plus en plus de choses. Je me faisais cette réflexion l'autre jour que pour tous ceux qui ont des enfants encore jeunes, nous sommes une génération, moi je suis un petit peu vers disons, la fin de cette génération en termes d'âge, mais ceux qui sont un peu plus jeunes que moi, qui est la première confrontée à ces problèmes pour leurs enfants. Comment gérer le rapport de nos enfants à leurs écrans, à leurs smartphones, à leurs tablettes, etc. C'est un casse-tête épouvantable. La génération qui nous a précédés n'a absolument pas connu ça. La vie était peut-être plus simple de ce côté-là. Bref, Internet, c'est à la fois un monde de promesses, mais on voit bien aussi que c'est un monde de danger considérable pour les enfants, par exemple, pour les personnes en situation de faiblesse d'une façon ou d'une autre. Autour de cela, il y a là aussi le spectre de la cybercriminalité, disons, et la question de la cybersécurité, que moi je considère comme un problème gigantesque. On n'est qu'au début de cela. Regardez les ravages que les derniers malwares dont on a parlé, le ransomware ou d'autres, ont pu causer dans les entreprises. Les grands opérateurs de données comme nous, on est hantés par cette question-là. Si demain matin je suis obligé de dire que, je ne sais pas, les données de tous mes clients ont été piratées par des Nord-Coréens, des Ukrainiens, je ne sais quoi, et que tout le monde reçoit des messages de ces pirates, éventuellement pour leur extorquer de l'argent ou pour tout autre d'ailleurs but, vous voyez un peu les conséquences que ça peut avoir. Donc, dans ce monde-là, et dans aussi le flux des technologies qui arrivent,